Bonjour, bonsoir chers passionnés d'histoire, bienvenue sur la chaîne de l'historiographe. L'année 2021 en France sera sans conteste, et malgré les quelques pleurnicheurs qu'il pourrait y avoir sur le web, l'année de Napoléon Ier. Et comme tout passionné d'histoire qui se respecte, et étant moi-même un grand admirateur du Petit Corse, j'ai décidé de consacrer le mois de mai 2021 à l'empereur des Français, avec tous les jeudis, comme d'habitude, les minutes nécessaires consacrées à ses compagnons d'exil à Sainte-Hélène, Gourgaud, Bertrand, Lascaz et Montholon. Plus des vidéos sur des sources liées à Napoléon les lundis, comme d'habitude, et enfin cette première vidéo centrée non pas sur l'empereur mais sur ceux qui ont participé à sa gloire, ses maréchaux. Sujet absolument pas nouveau, car ayant moi-même travaillé sur ce sujet lors de mes années universitaires, j'ai eu envie de vous présenter, en partie, mon travail avec un petit classement des maréchaux de Napoléon. Auparavant, quelques petites précisions. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un classement sur les maréchaux, à savoir un classement du plus mauvais militaire au plus brillant chef de guerre. Ce classement est juste mon ressenti sur l'attachement que j'ai éprouvé lorsque je les ai étudiés à travers leur passé, leurs prouesses, leurs exploits. Donc un avis totalement personnel et subjectif, ce qui n'est pas bien lorsqu'on est historien. Or je vous rappelle que la chaîne se nomme l'historiographe et non pas l'historien. Deuxième point, n'étant pas historien de profession et encore moins historien militaire, si vous voulez en savoir plus sur les maréchaux et sur l'histoire militaire de la période, je ne peux que vous renvoyer vers les ouvrages d'Alain Pijard, sans nul doute le spécialiste de l'histoire militaire du Premier Empire, selon moi, et qui m'ont aidé dans ma réflexion pour mon classement. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Numéro 26, Guillaume Brune. Né en 1763, mort en 1815. Général, maréchal d'Empire et comte de l'Empire. Fils d'un avocat et substitut du procureur du roi, il étudie le droit, mais la Révolution lui offre plusieurs opportunités. Ami de Danton et de Marat, il s'engage en 1791 et devient général en 1793. Après un passage dans l'armée pour la Belgique, il est sous les ordres de Bonaparte lors du 13 Vendémiaire. Ce dernier le garde près de lui lors de la campagne d'Italie et prend la tête de l'avant-garde en 1797. Appelé en Hollande en 1799, il écrase les Anglo-Russes à Bergen, sous le commandement du duc d'York, un des fils de Georges III, et en 1800, il pacifie la Vendée. Après Marengo, Bonaparte le nomme commandant en chef de l'armée d'Italie en 1800 et remporte la victoire de Mosenbano, qui contraint l'Autriche à la paix. Nommé ambassadeur en 1802 à Constantinople, il revient 2 ans plus tard pour être nommé maréchal d'Empire. Gouverneur des villes hanséaniques en 1806, il dirige l'un des corps d'armée contre la Prusse en 1807. Cependant, ses habitudes trop républicaines déplaisent à Napoléon. Le maréchal Brune avait l'habitude de signer ses actes officiels au nom de l'armée française, au lieu de mentionner le nom de sa majesté impériale. Il est mis à la retraite jusqu'en 1814, où Napoléon, de retour de l'île d'Elbe, le nomme dans le Var. Après Waterloo, il est assassiné par une foule royaliste lors de la Terreur blanche. Surnommé le sauveur de la République batave, Alain Pijard le décrit comme un homme instruit, orgueilleux, mais d'une honnêteté douteuse. Numéro 25, Emmanuel de Grouchy. Le seul, l'unique, le tristement célèbre, Grouchy. Né en 1766, mort en 1847. Issu d'une famille de noblesse normande, en tant que tel, il est destiné au métier des armes. En 1780, il est sous-lieutenant aux gardes du corps du roi. Rallié à la Révolution, il intègre l'armée de Lafayette. Général en 1792, il combat en Savoie et en Vendée. Inquiété sous la terreur, à cause de son origine aristocratique, il est confirmé dans son grade en 1795. Après un passage dans l'armée de Hoche, et l'expédition avortée d'Irlande en 1796, il passe à l'armée d'Italie sous les ordres de Moreau. Il se distingue à Valence et à San Giuliano, et montre un grand courage à Novi face aux Autrichiens où il reçoit 14 blessures avant d'être fait prisonnier. De retour après Marengo, il prend une part importante à Hohenlinden, puis se distingue à Ulm, Eylau et à Friedland, où en l'absence de Murat, il commande la cavalerie. Après Tilsit, il devient gouverneur de Madrid en 1808. En 1809, à Wagram, il bouscule la cavalerie autrichienne et à la Moskova, il est à la tête de toute la cavalerie française. Il se signale aussi à Vilna et Smolensk. Il prend part enfin à la campagne de France. De retour de l'île d'Elbe, Napoléon le fait maréchal en 1815, et à la tête de la cavalerie de réserve de l'armée du Nord, il reçoit l'ordre de poursuivre les Prussiens après Ligny. Mais très mal informé et sans esprit d'initiative, il s'égare et ne pourra pas empêcher Blücher de rejoindre Wellington à Waterloo. N'ayant pas reçu d'ordre, il n'ose pas intervenir malgré le son de la canonnade. Proscrit sous la Restauration, il s'exile aux États-Unis et ne revient en France qu'en 1821, par ordonnance royale. Nommé pair de France par Louis-Philippe, il mourut à Saint-Étienne. Alain Pijard le décrit comme un homme poli, bien élevé, brave et d'éducation soignée, mais manquant d'envergure dans les grandes manœuvres militaires. Numéro 24, Catherine Dominique de Pérignon. Né en 1754, mort en 1818. Général, maréchal d'Empire, comte de l'Empire, puis marquis. Issu d'une famille de noblesse de robe, il entre dans la carrière militaire en 1769. Il quitte l'armée en 1783 pour devenir juge de paix. Député en 1791, il démissionne l'année suivante et reprend du service.
Général en 1793, à l'avant-garde avec un fusil à masse de serre, il met en déroute l'ennemi. Plus tard, il sauve Perpignan en 1793 et est vainqueur à la bataille de Sierra Negra en 1794. La prise de Rosas en 1795 est l'occasion pour lui de démontrer sa fermeté, son audace et son sang-froid. Après la paix de Bâle, le 22 juillet 1795, il est commandant des armées des côtes de Brest et de Cherbourg, puis devient membre du Conseil des 500. Il refuse le portefeuille de la guerre, mais devient ambassadeur à Madrid. Remplacé, il rejoint l'armée d'Italie en 1798. Blessé à la bataille de Novi, il est fait prisonnier des Russes pendant plus d'un an. À son retour en France, en 1801, il est fait sénateur, puis en 1804 maréchal d'Empire. Sa carrière militaire est terminée, car comme Kellermann est serrurier, il ne prend aucune part aux guerres de l'Empire. Il est par la suite gouverneur de Parme et Plaisance, en 1806, puis commandant de l'armée des deux Siciles en 1808. Rallié à Louis XVIII en 1814, père de France, il reste fidèle au roi pendant les 100 jours. Louis XVIII le fera marquis en récompense en 1817. Alain Pijard le décrit comme un homme de cœur, malgré le fait qu'il vota la mort du maréchal Ney, mais avec des allures de courtisan, ce qui explique sans doute son geste. Numéro 23, Jean-Mathieu Philibert Serrurier. Né en 1742, il meurt en 1819. Général, maréchal d'Empire et comte de l'Empire. Fils d'un officier de la maison du roi, il obtient à 12 ans un brevet de lieutenant en 1755. Il sert dans l'armée de Hanovre en 1759, il fait aussi la campagne de Pologne en 1762 et de Corse en 1768. En 1789, il est major et en 1792, il devient colonel. Rayé des cadres à la Révolution, pour cause d'appartenance à une famille de petite noblesse, il préfère rester en France plutôt que d'émigrer. Il retrouve son commandement et s'illustre à la bataille d'Outello et devient général en 1793 et participe à la défaite des Autrichiens à Laonno en 1795 et se distingue à nouveau en 1796 en Italie. Nommé gouverneur de Venise en 1798, il effectue sa dernière campagne sous les ordres de Moreau. Cerné à Verderio, il doit capituler par manque de munitions face à Souvorov en 1799. Il est relâché un peu plus tard contre la promesse de ne plus se battre contre les coalisés. Au 18 Brumaire, il soutient Bonaparte qui le fera gouverneur des Invalides, puis maréchal d'Empire en 1804, et enfin comte de l'Empire en 1808. Lors de l'entrée des coalisés dans Paris, en 1814, il fait brûler dans la cour des Invalides les 1400 drapeaux pris à l'ennemi. Rallié à Louis XVIII, il devient pair de France, puis rallie Napoléon, lors des 100 jours. Lors de la deuxième restauration, il perd sa charge de gouverneur des Invalides en 1815. Surnommé la Vierge d'Italie, Alain Pijard le décrit comme un homme rigoureux, intègre, loyal, bien qu'il votât la mort du maréchal Ney lors de son procès, mais aussi d'une grande sévérité. Numéro 22, Jean-Baptiste Jourdan. Né en 1762, mort en 1833. Général, maréchal d'Empire, puis comte sous Louis XVIII. Fils d'un chirurgien barbier comme Bessières, il s'engage à 16 ans et participe à la guerre d'indépendance américaine. Réformé en 1784, il réintègre l'armée en 1791 après un passage dans la garde nationale de Limoges. Il se distingue aux batailles de Jemappes, Neerwinden et Famars. Général en 1793, il devient commandant en chef de l'armée des Ardennes et bat les troupes du prince de Combourg à Wattignies la même année, sauvant ainsi la ville de Maubeuge. Après une période de disgrâce, il reprend le commandement de l'armée de Moselle en 1794, qui deviendra l'armée de Sambre-et-Meuse en 1795. Le 26 juin 1794, il remporte la grande victoire de Fleurus, ce qui lui permet de reprendre les places de Landrécy et de Valenciennes entre autres, libérant ainsi toute la frontière du Nord. Enfin, il bat le Feldmarschall de Clerfay à Aldenhoven et entre à Cologne, Koblenz, Maastricht et Düsseldorf avant de battre en retraite. Membre du Conseil des 500 en 1797, il fait voter la loi qui porte son nom sur la conscription en 1798. Opposé au 18 Brumaire, il vit une nouvelle disgrâce, mais est nommé par la suite ambassadeur en Cisalpine, conseiller d'État en 1802, général en chef de l'armée d'Italie entre 1804 et 1805. Maréchal en 1804, il devient gouverneur de Naples en 1806. Conseiller militaire de Joseph Bonaparte en Espagne, gouverneur de Madrid en 1811, il est battu par Wellington à Vittoria en 1813. Rallié à Louis XVIII en 1814, il reçoit le commandement de Besançon pendant les 100 jours, mais il obtient à la seconde restauration le titre de pair de France en 1819. Il se déclare incompétent lors du procès du maréchal Ney et finit sa vie comme gouverneur des Invalides de 1830 à 1833. Surnommé le père conscrit, Alain Pijard le décrit comme un homme bon, estimé, probe, mais irrésolu. Numéro 21, François-Étienne Christophe Kellermann. Né en 1735, mort en 1820. Maréchal de camp, lieutenant général, maréchal d'Empire et duc de Valmy. Considéré comme le doyen des maréchaux de Napoléon. Fils d'un magistrat de Strasbourg, il est cadet au régiment de Lowendal en 1752 et participe à la guerre de 7 ans. Lieutenant-colonel en 1780, il devient, malgré sa condition de roturier, maréchal de camp en 1788.
Rallié à la Révolution, il est en 1792 à la tête de 20 000 hommes, il sauve l'Alsace et une partie de la Lorraine de 30 000 Autrichiens. Sous les ordres de Dumouriez, il affronte l'armée prussienne et se distingue à la bataille de Valmy, le 20 septembre 1792, où pour la première fois, l'armée de la Révolution est victorieuse. Nommé général en chef de l'armée des Alpes, puis des Alpes et d'Italie, en 1793, il est destitué et emprisonné après avoir réprimé une insurrection à Lyon au mois d'août. Réintégré en 1795, il est replacé à la tête de l'armée des Alpes et d'Italie, ce qui déplaît à Bonaparte. Par la suite, son armée fusionne avec celle du jeune héros d'Italie, ce qui met fin à sa carrière active. Ne participant pas au coup d'État du 18 Brumaire, il devient cependant sénateur en 1799, maréchal en 1804, avec le titre de duc de Valmy, en 1808. En raison de son âge, il est le plus vieux des maréchaux de Napoléon, il ne commande plus que les armées de réserve de 1804 à 1813. Il vote la déchéance de Napoléon, mais reste à l'écart pendant les 100 jours. Devenu pair de France, sous la Restauration, il mourut à Paris. Surnommé le Nestor des armées, Alain Pijard le décrit comme un homme d'esprit, élégant, modeste, bon administrateur, mais d'une avarice sordide. Numéro 20, Pierre-François Charles Augereau, né en 1757, mort en 1816. Général, maréchal d'Empire et duc de Castiglione. Fils d'un domestique et d'une fruitière, engagé à 17 ans, il sert dans les armées prussiennes et napolitaines jusqu'en 1787. À la Révolution, il devient général en 1793. Compagnon de Bonaparte, en Italie, c'est lui qui passe le pont d'Arcole, le drapeau à la main, et décide de la victoire. Par la suite député en 1799, il s'oppose puis se rallie à Bonaparte au 18 Brumaire. Maréchal d'Empire en 1804, il contribue au succès en Allemagne en 1805 et contribue glorieusement à la victoire d'Iéna en 1806. Mais à Eylau en 1807, son corps d'armée est presque anéanti. En Espagne, il essuie quelques revers mais se distingue à Leipzig et capitule face aux coalisés en 1814. Rallié à Louis XVIII, il est écarté lors des 100 jours, il refuse de juger le maréchal Ney lors de son procès. Meilleur général de division que le corps d'armée, il est surnommé le brigand. Alain Pijard le décrit comme un homme opportuniste, aventurier et pillard. Numéro 19, Joseph-Antoine Poniatowski, né en 1763, mort en 1813. Général, maréchal d'Empire et prince du Saint-Empire. Issu d'une famille princière polonaise émigrée d'Italie au XVIe siècle, il est le neveu du roi de Pologne Stanislas Auguste Poniatowski. Il se distingue dans l'armée autrichienne contre les Turcs en 1787. Aide de camp de Joseph II, il revient en Pologne en 1789 et réorganise l'armée polonaise. À la tête de 20 000 hommes, il tient tête à 60 000 Russes en 1792 et remporte plusieurs batailles. En 1794, dans le contexte de partage de la Pologne, il reprend du service et s'illustre dans la défense de Powązki et lors des 2 sièges de Varsovie contre les Russes et les Prussiens. Après des mois de lutte héroïque et la défaite de la Pologne, il se retire à Vienne. La bataille d'Iéna en 1806 décide du sort de la Prusse. Poniatowski embrasse donc le parti des Français. Napoléon le nomme ministre de la guerre du Grand-Duché de Varsovie. De ce fait, la cause polonaise de Poniatowski est attachée au succès des Français. Après Tilsit, il est nommé généralissime de l'armée à Varsovie, bien que le Grand-Duché soit traité en pays satellite par Napoléon. Lorsque vient la campagne de Russie, 100 000 Polonais se joignent aux forces françaises. Poniatowski se distingue à Smolensk et à la Moskova. Son attitude, lors de la retraite de Russie, et son héroïsme à Leipzig, lui vaut le titre de maréchal en 1813. Il est le seul étranger à recevoir cette glorieuse distinction. Cependant, Poniatowski n'oublie pas qu'il est un général polonais avant d'être un maréchal de France. 3 jours après sa nomination, il se noie dans le fleuve Elster afin d'échapper à la capture. Plus tard, Napoléon regretta de ne pas avoir fait de Poniatowski le roi d'une Pologne ressuscitée. Surnommé le Bayard polonais, ou Pépé pour ses familiers, Alain Pijard le décrit comme un homme courageux, impétueux, bon administrateur et croyant, le seul maréchal à être resté célibataire, bien qu'il eût une maîtresse qui lui donna un fils. Numéro 18. Bon Adrien Jeannot de Moncey, né en 1754, mort en 1842. Général, maréchal d'Empire et duc de Conegliano. Fils d'un avocat au Parlement de Besançon, il est obstinément attiré par le métier des armes. Il abandonne ses études de droit et s'engage en mentant sur son âge alors qu'il n'a pas 15 ans, en 1768. Il accueille favorablement la Révolution et devient général en 1794 et commandant en chef de l'armée des Pyrénées occidentales. Poursuivant sa campagne en Espagne, il est victorieux et signe une trêve qui sera suivie du traité de Bâle en 1795. Stationné à Bayonne, il approuve le coup d'État de Bonaparte. Le premier consul le nomme à Lyon où il gagne l'estime des habitants. Parti du Rhin avec 20 000 hommes, il participe à la campagne d'Italie et se distingue à Mozambano et Roveredo. Rappelé à Paris, il devient premier inspecteur de la gendarmerie en 1801, maréchal en 1804 et duc de Conegliano en 1808,
Envoyé en Espagne la même année, il remporte la victoire d'Almanza et prend part au siège de Saragosse. Désapprouvant la guerre d'Espagne, il désapprouve également la campagne de Russie. Napoléon le relègue alors à des postes moins importants. Commandant la garde nationale de Paris en 1814, sa conduite est héroïque jusqu'au dernier combat à Clichy. Louis XVIII le maintient à la Restauration et le nomme pair de France. Il se rallie à Napoléon lors des 100 jours et est exclu de la pairie au retour du roi. Chargé de présider le procès du maréchal Ney, il refuse par une lettre au roi, argumentant que Ney a sauvé des soldats français à plusieurs reprises. Suspendu, il est enfermé au fort de Ham. La disgrâce dure peu et Louis XVIII lui rend ses honneurs en 1816. Rappelé pour l'expédition d'Espagne, il en revient victorieux et termine sa vie comme gouverneur des Invalides de 1833 à 1842. Et c'est lui, à 85 ans et au bord de la tombe, qui accueille les cendres de l'empereur aux Invalides le 15 décembre 1840, suppliant son médecin de le faire vivre pour le recevoir. Surnommé Fabius, Alain Pijard le décrit comme un homme honnête, mais sans confiance, soucieux et parfois jaloux. Numéro 17, Adolphe Mortier, né en 1768, mort en 1835. Général, maréchal d'Empire et duc de Trévise. Fils d'un cultivateur et marchand de toile, il était destiné par ses études au commerce, mais le métier des armes l'intéressa grandement. Il s'engage à 21 ans à la Révolution. Son baptême de feu a lieu en 1792 à Kievrin, puis à Jemappes entre autres. Puis il se distingue à Louvain, Fleurus et Maastricht, sous les ordres de Kléber en 1794. En 1796, il culbute les Autrichiens et fait 2000 prisonniers à Wildendorf. À Hirschscheid, Kléber le couvre d'éloges pour sa conduite et son sang-froid. Général en 1799, il commande les avant-postes de l'armée du Danube, il enlève Willishofen aux Russes, et avec Masséna, il expulse le feldmarschall Suvorov hors du territoire helvétique. Maréchal en 1804, il s'empare en 1806 de Hambourg et soumet au pillage l'Allemagne du Nord. Il bat les Suédois à Anklam en 1807, puis est nommé gouverneur de Silésie après Tilsit. En Espagne, il participe au siège de Saragosse et remporte les batailles d'Ocaña en 1809 et Guebora en 1811. En Russie, il est le dernier à quitter Moscou. Il combat encore à Dresde et à Leipzig en 1813, et lors de la défense de Paris en 1814, il refuse de capituler, mais finit par se soumettre à Louis XVIII. Durant les 100 jours, Napoléon lui confie toutes les places de l'Est, puis revient en grâce à la deuxième Restauration, après un temps de mise à l'écart. Il refuse de juger le maréchal Ney en se déclarant incompétent. À nouveau pair de France en 1819, Louis-Philippe le comble d'honneur sous la monarchie de Juillet, il meurt en 1835 lors de l'attentat de Fieschi. Surnommé le grand mortier à petite portée, en raison de sa taille, il faisait presque 2 mètres, Alain Pijard le décrit comme un homme brave, simple, probe, doux, mais avec des talents militaires très moyens. Numéro 16, Claude Perrin, dit Victor, né en 1764, mort en 1841. Général, maréchal d'Empire et duc de Bellune. Fils d'un huissier des Vosges, il abandonne ses études de droit pour s'engager à 17 ans. En congé en 1789, il reprend les armes en 1792. Rejoignant l'armée d'Italie, il démontra son courage à Coarazze, près de Nice. Au siège de Toulon, il fait à nouveau preuve de bravoure et ses actes sont décisifs à la prise de la ville. Il est alors nommé général à titre provisoire. Après un passage à l'armée des Pyrénées-Orientales, il retrouve l'armée d'Italie en 1795, où il obtient le commandement de l'avant-garde, après confirmation de son grade. Sous Bonaparte, il se distingue à Cossaria, Dego et Mondovi en 1796, et en 1797, il seconde les opérations de Lannes contre Rome. En 1799, il tient tête aux avancées autrichiennes en Italie. En 1800, il est appelé par le premier consul et décide de la victoire de Montebello et se couvre de gloire à Marengo. Ambassadeur au Danemark en 1805, il revient à l'armée et on le retrouve à Iéna contre la Prusse. Son action à Friedland est récompensée par le bâton de maréchal en 1807. Après Tilsit, il est nommé gouverneur de la Prusse. Duc de Bellune en 1808, il est envoyé ensuite en Espagne, où il écrase le général Blake à Espinosa de los Monteros et contribue à la reddition de Madrid. Vainqueur à Medellín en 1809, il se maintient en Espagne. Victor participe ensuite à la campagne de Russie et d'Allemagne et se distingue à Dresde et Leipzig. En 1814, à la campagne de France, sa lenteur provoque sa disgrâce par Napoléon, qui lui offre cependant le commandement de 2 divisions de la garde impériale. Rallié à Louis XVIII, il reste fidèle au roi pendant les 100 jours. Pair de France et ministre sous Louis XVIII, il refusa de se rallier à la monarchie de Juillet. Surnommé Beau Soleil, Grippe-Lune ou Belle Lune, en raison de son titre ducal, Alain Pijard le décrit comme un brave homme, bon et simple, malgré le fait qu'il vota la mort du maréchal Ney et possédant des talents militaires très moyens. Numéro 15, Joachim Murat. Je sais que ce choix va faire énormément grincer les dents parmi ceux qui regarderont cette vidéo, néanmoins, il y a des arguments qui expliquent cette place. Mais revenons d'abord sur la carrière de Murat.
Fils d'un aubergiste, il était destiné à la carrière ecclésiastique. Après ses études de droit canon à Toulouse, il choisit la carrière des armes et s'engage dans la cavalerie en 1787. Renvoyé pour insubordination, il reviendra comme garde constitutionnel de Louis XVI. Se trouvant à Paris, il réintègre l'armée après avoir fait preuve d'audace lors du 13 Vendémiaire. Bonaparte fait de lui son aide de camp en 1796. Général la même année, il s'illustre par son intrépidité lors de la campagne d'Italie. Grand meneur d'hommes, doué de charisme, il conduit lui-même les charges sabre au clair. Cependant, sa vaillance ne comble pas ses lacunes en stratégie et Murat se contente d'agir par instinct. Même Napoléon reconnaît qu'il n'avait que la bravoure pour lui. Membre de l'expédition d'Égypte, il fait des prodiges et au siège de Saint-Jean d'Acre, il est le premier à monter à l'assaut. À Aboukir, il fait personnellement prisonnier Mustapha Pacha en 1799. De retour à Paris, son rôle est déterminant au 18 Brumaire. En récompense, le premier consul lui donne le commandement de la garde consulaire et la main de sa sœur Caroline en janvier 1800. À la tête de la cavalerie, il s'illustre lors de la campagne d'Italie, surtout à Marengo. Comblé d'honneur par Napoléon, il devient député du Lot en 1803, maréchal en 1804 et amiral de France en 1805. Lors de la troisième coalition, il est l'artisan de la victoire d'Austerlitz. Il se distingue encore à Iéna, Erfurt et Lübeck et entre à Varsovie en 1806. Ses prouesses l'emmènent ensuite à Eylau et Friedland, entre autres. Au matin de Tilsit, ses goûts extravagants pour les uniformes lui attirent les réprimandes de Napoléon qui lui déclara « Allez donc vous mettre en uniforme de général, vous avez l'air de Franconi, le célèbre écuyer de cirque de l'époque. » En 1808, il commande l'armée en Espagne et réprime à Madrid une violente insurrection. Espérant le trône d'Espagne, il doit céder la place à Joseph Bonaparte. En échange, l'empereur lui donne le royaume de Naples, sous le nom de Joachim Napoléon, où il gouverne plutôt habilement. À la campagne de Russie, il s'illustre à la Moskova, toujours aussi populaire et premier sous le feu ennemi. Mais lors de la terrible retraite de Russie, il abandonne son poste et regagne son royaume de Naples, qu'il tentera de sauver en négociant avec les coalisés. Chateaubriand dira de lui, il oublia la main qui changea sa cravache en sceptre. Par le traité de janvier 1814, entre Murat, l'Angleterre et l'Autriche, il s'engage à prendre à revers le prince Eugène de Beauharnais. Murat espère ainsi réaliser l'unité de l'Italie. Mais au congrès de Vienne, Murat comprend qu'il a été trompé. Talleyrand lui-même encourage les coalisés à rendre aux Bourbons leur trône en Italie. En 1815, pendant les 100 jours, il prend Bologne, Ancône, Modène et Ferrare, mais est vaincu à Tolentino. De retour à Paris, il offre ses services à Napoléon, qui n'a pas oublié sa trahison. L'empereur refuse de le revoir. Ce refus sera grandement regretté par Napoléon, qui déclarera « À Waterloo, il nous eût valu peut-être la victoire. » Après la deuxième abdication, Murat reste obsédé par Naples. Il se cache un temps en Corse, puis se relance dans la conquête de son ancien royaume. Piégé et trahi, il est arrêté et fusillé à Pizzo en Calabre en 1815 sur ordre de Ferdinand IV. Surnommé le roi Franconi, après les réprimandes de Napoléon sur ses tenues extravagantes, Murat était aussi un homme qui ne supportait pas la moindre rivalité. Alain Pijard le décrit comme un bel homme, d'une bravoure légendaire, mais dépensier, frimeur et passionné par les femmes. Si j'ai choisi de mettre Murat à la 15e place, c'est parce qu'en tant que beau-frère de Napoléon, il avait toute la confiance de l'empereur dans ses choix stratégiques. Cette confiance fut concrétisée par l'attribution du royaume de Naples. Malgré tout le courage, le charisme et la bravoure de Murat, ce dernier était un piètre stratège. Napoléon le dira lui-même, Murat n'avait que la chance pour lui, en plus d'être un remarquable meneur d'hommes, ses charges de cavalerie étant devenues légendaires. Enfin, quant à ses choix diplomatiques, à la fin de l'Empire, on ne peut pas dire qu'il fut plus chanceux, voire plus malin. Dès l'instant où il trahit Napoléon en 1814, Murat ne se doutait pas qu'il allait tout perdre car il n'avait pas suffisamment assuré ses arrières, comme l'avait fait, avant lui, Bernadotte, en 1812, avec la Suède. Numéro 14. Auguste Frédéric Louis de Viès de Marmont. Né en 1774, mort en 1852. Général, maréchal d'Empire et duc de Raguse. Fils d'un petit gentilhomme de la noblesse bourguignonne, il se tourne vers la carrière des armes plutôt qu'à la magistrature. À 17 ans, il est élève à l'école d'artillerie de Châlons. Il débute au siège de Toulon et se fait remarquer par Bonaparte, qui se l'attache. À l'armée du Rhin, en 1795, il se distingue sous les ordres de Dessec, puis retrouve Bonaparte devenu général et se distingue à Castiglione. Il accompagne Bonaparte pour l'Égypte et se couvre de gloire à Malte. Il devient général en 1798 et obtient de nouveaux éloges après la prise d'Alexandrie. Il contribue aussi à la victoire des Pyramides, et de retour en France avec Bonaparte en 1799, il le soutient au 18 Brumaire. Le premier consul le nomme conseiller d'État et commandant de l'artillerie pour la future campagne d'Italie. Il décide de la victoire de Marengo en 1800, et après l'armistice de 1801, il devient inspecteur général de l'artillerie dans laquelle il apporte de grandes améliorations. Sous l'Empire, il contribue à la reddition de Ulm en 1805, à la conquête de la Dalmatie et devient gouverneur d'Illyrie en 1806. D'ailleurs, sur l'administration de la province,
fera l'admiration de l'empereur d'Autriche. Napoléon le fait duc de Raguse en 1808. En 1809, à nouveau en guerre contre l'Autriche, il bat 18 000 Autrichiens avec moins de 10 000 hommes et 12 canons. Son action, à Wagram, décide de la victoire. Napoléon le fait maréchal 5 jours plus tard. En 1811, il rejoint le Portugal et remplace Masséna. Après un premier succès face aux Anglais, il est vaincu par Wellington en 1812 où il est blessé. Il s'illustre en Allemagne en 1813, arrête les coalisés en route vers Paris, puis avec l'accord de Joseph Bonaparte, négocie la capitulation de Paris avec Alexandre Ier. Sans lien avec Napoléon, il accepte de faire passer ses troupes en Normandie, ce qui fait échouer la tentative de Napoléon d'abdiquer en faveur de son fils. Louis XVIII le fait pair de France, mais ne joue aucun rôle sous la première Restauration. Il suit le roi à Gand et vote la mort du maréchal Ney lors de son procès après Waterloo. En 1830, il est chargé malgré lui de réprimer les troubles de la Révolution de Juillet. Après les Trois Glorieuses, il s'exile et meurt à Venise, où il s'était retiré. Marmont est le dernier maréchal à mourir, puisqu'il meurt en 1852, en exil. Surnommé le roi Marmont, ou Monsieur de Cuffière, ou Gueusard, qui signifie le traître, Alain Pijard le décrit comme un homme instruit, chevaleresque, mais orgueilleux, ambitieux et dépensier. Nous arrivons maintenant à celui qui a été mon préféré pendant très longtemps, et qui l'est peut-être encore aujourd'hui, numéro 13, Michel Ney. Né en 1769, mort en 1815, général, maréchal d'Empire, duc d'Elchingen et prince de la Moscova. Fils d'un maître tonnelier et vétéran de la guerre de 7 ans, il s'engage à 19 ans chez les hussards en 1788. Pendant le début des guerres de la Révolution, il se distingue, entre autres, à Neerwinden, Louvain et Valenciennes. Par la suite, en 1794, il rejoint Kléber, qui le remarque. Plus tard, sous les ordres de Jourdan, il participe au siège de Maastricht. Le grade de général lui est proposé, mais il estime ne pas avoir assez fait pour mériter ce grade. Ce à quoi il le refuse. Toujours sous les ordres de Jourdan en 1795, il se signala à la prise d'Alterkirchen et à nouveau sous Kléber pour une nouvelle bataille à Altenkirchen en 1796. Son intrépidité, son coup d'œil et son sang-froid suscitent des éloges. Il contraint la citadelle de Würzburg à capituler et fait 2000 prisonniers. Ses prouesses en Allemagne sont enfin à la hauteur de ses attentes et il devient général en août 1796. Chef de guerre généreux et magnanime, il épargne tous les aristocrates émigrés qu'il fait prisonniers. Sous les ordres de Hoche, il contribue au succès du passage du Rhin en bousculant les Autrichiens le 17 avril 1797. Mais le lendemain, à Dierdorf, il est fait prisonnier. Récupéré par Hoche, il est placé sous les ordres de Jourdan et s'empare de Meinheim. Passé sous les ordres de Masséna en 1799, il fait front à Winterthur, avec 3000 hommes contre 16 000 Autrichiens. Il s'illustre encore en Allemagne, jusqu'à Ludwigsburg, puis opère une retraite remarquable. Par ses principes républicains, il accueille avec défiance le coup d'État du 18 Brumaire, ne connaissant Bonaparte que par le bruit de ses exploits. Il se couvre de gloire, à nouveau lors de la deuxième coalition, jusqu'à la paix de Lunéville, en février 1801. Après Marengo, Bonaparte lui accorde une attention particulière. Nommé ambassadeur en Suisse, il rallie les cantons à l'acte de médiation. En 1804, maréchal d'Empire, il reprend du service à la troisième coalition. Par sa prise d'Elchingen et de Ulm, l'empereur le fera duc en 1808. Ces deux exploits contribueront à la victoire d'Austerlitz. En 1806, il prend une part importante à la victoire d'Iéna. Il prend part aussi à Eylau et le 14 juin 1807 décide de la victoire à Friedland. En Espagne, il connaît des succès, mais harcelé par la guérilla et confronté à des troupes anglaises supérieures en nombre, il réussit des manœuvres de retraite qui forcent l'admiration. Arrive ensuite à la campagne de Russie. Il s'empare de Smolensk et se couvre de gloire à la bataille de la Moskova, dont il obtient le titre de prince de la Moskova par Napoléon en 1813. Lors de la retraite de Russie, il est à l'arrière-garde. Au passage de la Bérésina, il met toute son énergie pour soutenir ses hommes, au point de marcher et combattre parmi eux. Pendant la campagne d'Allemagne, en 1813, il se distingue encore à Lutzen et Bautzen. Rallié à Louis XVIII, il est fait pair de France, et au retour de Napoléon, il est chargé d'arrêter l'ex-empereur, le maréchal Ney promettant même au roi de ramener Napoléon dans une cage de fer. Mais à Auxerre, le 18 mars 1815, le maréchal se rallie à son ancien maître. À Waterloo, il a 7 chevaux tués sous lui, et cherche vainement la mort sur le champ de bataille. Remarquable meneur d'hommes, il ne cesse de mener des charges de cavalerie, frontales, mais vaines. Proscrit au retour de Louis XVIII, il est traduit devant un conseil de guerre composé d'anciens maréchaux qui se déclarent incompétents. Il est alors jugé par la Chambre des Pairs, et parmi ses anciens compagnons maréchaux, 5 voteront pour la mort. Serrurier, Kellermann, Pérignon, Victor et Marmont. Il est fusillé le 7 décembre 1815. Surnommé le Lion Rouge, à cause de ses cheveux roux, mais aussi par son courage au combat, il est aussi surnommé le Brave des Braves ou l'Infatigable. Alain Pijard le décrit comme un homme à la bravoure légendaire, comme Murat, mais indécis, renfermé et de faible caractère.
Numéro 12, Jean-Baptiste Bessières, né en 1768, mort en 1813. Général, maréchal d'Empire, puis duc d'Istrie. Fils d'un chirurgien barbier, il abandonne ses études de médecine pour entrer dans la garde de Louis XVI en 1792. Il défend la famille royale lors du 10 août, mais s'engage dans l'armée régulière par la suite. Membre de l'armée d'Italie en 1796, Bonaparte le remarque. Ce dernier le charge de rapporter au directoire les drapeaux pris à l'ennemi. Il participe à la campagne d'Égypte et se distingue à Saint-Jean d'Acre et à Boukir. De retour à Paris, il soutient le 18 Brumaire. Bessières se couvre de gloire à Marengo et devient général en 1800. Nommé maréchal en 1804, il met en déroute les Russes à Olmütz et se distingue à Austerlitz, Iéna, Friedland et Eylau. Appelé en Espagne, il est victorieux à Medina del Rio Seco, puis à Burgos et à Somosierra. À Wagram, il culbute les Autrichiens et remplace Bernadotte au commandement de l'armée du Nord. Gouverneur en Espagne en 1811, il rejoint la campagne de Russie en 1812 à la tête de la cavalerie de la garde. Il meurt tué par un boulet avant la bataille de Lutzen. Alain Pijard le décrit comme un homme élégant, brave, dévoué, mais froid. Numéro 11, Louis-Gabriel Suchet, né en 1770, mort en 1826. Général, maréchal d'Empire, comte de l'Empire, puis duc d'Albufera. Fils d'un négociant, il était destiné à prendre la suite des affaires de son père. À la Révolution, il s'engage à 20 ans. Envoyé au siège de Toulon, c'est lui qui fait prisonnier le général O'Hara, le gouverneur anglais de la place. Plus tard, il rejoint l'armée d'Italie et s'illustre à Loano, où il capture les drapeaux ennemis. Il participe aussi, entre autres, à Lodi, Rivoli, Castiglione, Arcole, en 1796. En 1797, il est sous les ordres de Brune, à l'armée d'Helvétie. Sa bravoure et ses compétences militaires font de lui l'officier idéal pour apporter au directoire les drapeaux pris à l'ennemi. Général en 1798, Brune en fait son chef d'état-major. Il est rappelé à Paris suite à une mésentente avec les commissaires du directoire. Il n'est pas inquiété, mais est muté à l'armée du Danube sous Masséna. Il sert sous ce dernier en Italie et s'illustre en tenant en échec 40 000 Autrichiens avec seulement 8 000 hommes. Il contribue au succès de Marengo et devient en 1801 gouverneur de Padoue. Passé sous les ordres de Lannes, il se conduit brillamment à Ulm et à Austerlitz en 1805, puis contribue au succès de la bataille d'Iéna en 1806. Il combat aussi en Pologne et se couvre de gloire à Pultusk et Ostrolenka. En Espagne, il participe au siège de Saragosse et il devient général en chef de l'armée d'Aragon en 1809. Il reste le seul chef militaire en Espagne à réussir une pacification de la zone dont il est responsable. Il écrase les armées du général Blake à Maria et O'Donnell à Lérida en 1810. Par ses succès dans la péninsule, il reçoit son bâton de maréchal en 1811 et il s'empare par la suite de Valence et d'Albufera, dont il recevra le titre ducal en 1813. En 1814, il est chargé de protéger le retour du roi Ferdinand IV en Espagne. Rallié à Louis XVIII, il se rallie ensuite à Napoléon lors des 100 jours. Disgracié jusqu'en 1819, il est tenu à l'écart lors de l'expédition d'Espagne de 1823. Il meurt 3 ans plus tard, à Saint-Joseph, près de Marseille. Surnommé l'homme juste par les Espagnols en raison de sa bonne gestion, Alain Pijard le décrit comme un homme bon, juste, bon administrateur, d'où son surnom, mais sévère. Napoléon regretta par la suite de ne pas avoir mieux exploité les talents de Suchet au cours de son expédition en Espagne. Numéro 10, François-Joseph Lefebvre, né en 1755, mort en 1820, général, maréchal d'Empire, puis duc de Dantzig. Fils d'un meunier garde champêtre, il s'engage à 18 ans dans les gardes françaises. Lieutenant de la garde nationale à la Révolution, il protège avec un détachement la rentrée de la famille royale aux Tuileries et facilite le départ des tantes de Louis XVI. Général en 1793, sous les ordres de Hoche, il participe à la campagne de l'armée de Moselle. En 1794, il commande presque continuellement les avant-gardes des Vosges, de la Sarre, de la Moselle, du Rhin et Moselle, de Sambre et Meuse et du Danube. Dans le Palatinat, il est vainqueur à Sainte-Croix, à Nadelange et contribue à la victoire de Fleurus. En 1795, il franchit le Rhin et repousse les Autrichiens et les tient en échec jusqu'à l'armistice. En 1796, la campagne reprend et Lefebvre poursuit l'ennemi jusqu'à Altenkirchen, où il enlève 4 drapeaux, 12 canons et fait 3000 prisonniers. Puis, avec sa division, il s'empare de Königshofen. Il rejoint l'armée du Danube en 1799 sous les ordres de Jourdan. Mais, blessé à Stockard, il revient à Paris. Un moment pressenti pour faire partie du directoire, par le Conseil des Anciens, il aide Bonaparte au 18 Brumaire. Sénateur en 1800, Napoléon le fait maréchal en 1804. Il commande l'infanterie de la garde impériale à Iéna en 1806. Chargé d'assiéger Dantzig après Eylau, la ville se rend en 1807, et Napoléon le fait duc de Dantzig. En 1808, en Espagne, il remporte la bataille de Durango et entre dans Bilbao et Santander et participe à la bataille d'Espinosa. Rappelé en 1809 en Allemagne,
Il combat à Habersberg, Eckmühl et Wagram. Commandant en chef de la garde impériale en 1812, à la retraite de Russie, il marche constamment à la tête de ses hommes. Il se bat enfin à Montmirail et Champaubert, entre autres en 1814. Rallié à Louis XVIII, il devient pair de France, mais rejoint Napoléon en 1815. Il est tenu à l'écart sous la deuxième restauration jusqu'en 1819. Il meurt l'année suivante à Paris. Sa femme, Catherine Hubscher, femme énergique et en total décalage avec la cour impériale, elle était illettrée et anciennement blanchisseuse, est devenue la célèbre Madame sans gêne sous la plume de Victorien Sardou en 1893. Alain Pijard décrit le maréchal Lefebvre comme un homme brave, loyal, charitable, mais inculte avec un fort accent alsacien. Numéro 9. Nicolas Charles Oudinot, né en 1769, mort en 1847. Général, maréchal d'Empire et duc de Reggio. Fils d'un brasseur, il s'engage en 1784, mais quitte le service en 1787 par son père. Engagé en 1791, il combat dans les armées du Rhin et de la Moselle. Général en 1797, il passe à l'armée d'Helvétie, sous Masséna, et le suit comme chef d'état-major. En 1800, il est gouverneur à Neuchâtel. Lors de la formation de la Grande Armée, il est chargé du corps des grenadiers. En 1807, il commande à la place de Danzig et avec ses grenadiers, à l'avant-garde, marche vers Friedland. Il accompagne Napoléon à Erfurt en 1808 et l'empereur le présente au tsar de Russie. En 1809, il pénètre en Bavière, puis en Autriche jusqu'aux limites de Vienne. Il participe à la bataille d'Esslig, où il est blessé et doit diriger la bataille depuis une calèche. À Wagram, il est à nouveau blessé et 3 jours après, il est fait maréchal en 1809. Fait duc en 1810, il est gouverneur de Hollande à la suite de la réunion de la province à l'Empire. De retour en France, il repart pour la campagne de Russie, en 1812. Il fait preuve d'héroïsme à la bataille de Smolensk. Pendant la Bérésina, il est gravement blessé et en 1813, il est battu par Bernadotte. Disgracié par Napoléon, il est rappelé pour la campagne de France. Blessé à nouveau, il est l'un des partisans de l'abdication de l'empereur à Fontainebleau. Rallié à Louis XVIII, il est fait pair de France, mais au retour de Napoléon, il choisit d'être inactif. Rappelé par Louis XVIII, il prend part à l'expédition d'Espagne en 1823. Il termine sa carrière en devenant gouverneur des Invalides en 1842. Il meurt en poste à plus de 80 ans. Surnommé le Bayard de l'armée française, ou le sauveur de l'armée, Alain Pijard le décrit comme un homme téméraire, dévoué, mais violent. Il est aussi le maréchal le plus blessé, avec au moins 32 blessures. Numéro 8. Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, né en 1764, mort en 1830. Général, maréchal d'Empire, comte de l'Empire, puis marquis sous Louis XVIII. Fils d'un tanneur de Toul, le cas de Gouvion-Saint-Cyr est particulier. Il se consacra tout d'abord au monde des arts. Dessinateur à Toul, Rome, puis Paris, Chateaubriand le verra comme comédien par la suite. À la Révolution, il s'engagea dès 1792 et devient général en 1794. Il se distingue lors du siège de Mayence et en 1798, il rétablit l'ordre à Rome. Par la suite, il bat les Autrichiens devant Coni et devient chef de l'armée du Rhin en 1800, d'où sa participation à la victoire de Hohenlinden. Il devient ensuite chef de l'armée du Portugal en 1801, puis ambassadeur en Espagne. Hostile à l'Empire, il est tenu à l'écart par Napoléon jusqu'en 1807 pour participer aux campagnes de Prusse et de Pologne. De retour en Espagne en 1808, il s'empare de Rosas et Barcelone, et en 1812, il gagne le titre de maréchal après ses exploits à Polotsk. En 1813, il défend la retraite de Russie, depuis Dresde, et ne capitule qu'après l'épuisement des munitions. Rallié à Louis XVIII, il le suit à Gand. Ce dernier le fait marquis en 1819. De par ses convictions trop républicaines, il est écarté en 1822. Napoléon dira de lui qu'il surpassait tout le monde pour les guerres défensives, alors que lui-même surpassait tout le monde pour l'attaque. Surnommé le hibou, l'homme de glace, Alain Pijard le décrit comme un honnête homme, mais froid, hautain et grave, avec des allures de professeur. Il jouait par ailleurs très bien du violon. Numéro 7. Nicolas Jean de Dieu Soult, né en 1769, mort en 1851. Général, maréchal d'Empire et duc de Dalmatie. Fils d'un notaire et avocat, il s'engage à 16 ans en 1785 car les études ne l'intéressent nullement. Il se distingue pendant la Révolution à l'armée du Rhin et à la campagne de la Belgique. Après la victoire de Fleurus, il devient général en 1794. Il sert dans l'armée de Sambre-et-Meuse et se distingue à nouveau. En 1797, il défait le général Elnitz à Steinberg et en 1799, sous les ordres de Lefebvre, il montre sa valeur à Stockar. L'armée du Danube, passant sous les ordres de Masséna, ce dernier le choisira pour le seconder en Suisse et en Italie. Masséna le recommande à Bonaparte qui le fera colonel général de la garde consulaire en 1802. En 1804, il devient maréchal d'Empire. Lors de la troisième coalition, il prend une part déterminante à la prise de Ulm et à Austerlitz, où il mena la bataille selon les mots de Napoléon. Il s'illustre encore à Iéna et Eylau.
il devient duc de Dalmatie en 1808 après sa prise de Königsberg en 1807. Envoyé en Espagne, il remporte des succès contre les Anglais, conquiert le Portugal, mais il en est chassé par Wellington. Il rétablit la situation après la bataille d'Ocaña en 1809, et s'empare de l'Andalousie et contraint les Anglais de lever le siège de Badajoz en 1811. Par la suite, il est rappelé à Paris pour cause de mésentente avec Joseph Bonaparte, et surtout avec les autres maréchaux. En 1813, il contribue à la victoire de Bautzen en Allemagne, mais il est renvoyé en hâte en Espagne après le succès de Wellington à Vitoria. Il parvient à freiner l'avance du général anglais à Orthez et Toulouse, où il montra un formidable talent à neutraliser les actions ennemies. Cependant, l'invasion du sud de la France n'est pas empêchée. En 1814, il se rallie à Louis XVIII et devient pair de France et ministre de la guerre. Au retour de Napoléon de l'île d'Elbe, il se rallie malgré ses premières déclarations, où il le traite d'usurpateur. Banni lors de la deuxième restauration, il rentre en France en 1819 et retrouve ses honneurs et ses biens. À nouveau ministre de la guerre sous la monarchie de Juillet, il devient chef du gouvernement dans les dernières années du régime de 1840 à 1847, plus en raison de son prestige que par ses talents politiques, car c'est Guizot qui exerce la réalité du pouvoir. Surnommé bras de fer ou bien le roi Nicolas, car Soult espérait devenir roi du Portugal, Alain Pijard le décrit comme un bon manœuvrier, selon les mots de Napoléon, courtisan, aimant beaucoup les jupons, mais aussi pillard en raison de sa conduite en Espagne. Numéro 6. Jean Lannes. Né en 1769, mort en 1809. Général, maréchal d'Empire et duc de Montebello. Fils d'un palefrenier, il est mis très jeune en apprentissage chez un teinturier à Auch. Il reçut une instruction très médiocre durant sa jeunesse. Engagé en 1792, son intrépidité est récompensée par le grade de capitaine en 1793. Il est mis en congé en 1795, mais il reste fortement décidé à reprendre la carrière des armes. Il rejoint quelque temps plus tard l'armée d'Italie comme simple soldat, mais se distingue à Millesimo, Dego, Lodi et Pavie en 1796. Son courage à Arcole et Rivoli lui fournit des éloges. Membre de l'armée d'Égypte, il joue un rôle important dans la prise de Jaffa et se distingue à Saint-Jean-d'Acre et à Boukir. De retour en France, il devient général en 1799 et contribue au succès du 18 Brumaire. En 1800, il franchit le Grand Saint-Bernard et s'empare de Pavie et se couvre de gloire à Montebello et Marengo. Maréchal en 1804, il commande l'avant-garde de la Grande Armée en 1805 et contribue à la victoire de Wertingen et de Ulm. À Austerlitz, il commande l'aile gauche de la Grande Armée et combat à Jena, écrase les Russes à Pultusk en 1806 et participe aussi à Eylau et Friedland en 1807. Envoyé en Espagne, il remporte la victoire de Touleda en 1808 et s'empare de Saragosse en 1809, puis se bat à Abensberg, Eckmühl, Ratisbonne et Amstetten. Aux portes de Vienne, le 10 mai 1809, il est blessé aux jambes par un boulet. Amputé, il décède 10 jours plus tard. Il est le premier maréchal d'Empire à mourir au champ d'honneur. Napoléon, très affecté, ordonnera son transfert au Panthéon. Surnommé le Roland de l'armée d'Italie, ou bien l'Achille de la Grande Armée, Alain Pijard le décrit comme un homme très brave, courageux, intrépide, mais violent, cupide et de mauvais caractère. Et d'après la légende, le seul des maréchaux qui tutoyait encore Napoléon, de par la grande amitié qui liait les deux hommes. Numéro 5. Étienne Jacques MacDonald. Non, pas ce MacDonald, l'autre. Merci. Né en 1765, mort en 1840. Général, maréchal d'Empire et duc de Tarente. Issu d'une vieille famille écossaise au service des Stuarts, son père était un gentilhomme au service de Louis XV. Il s'engage à 19 ans et reste en France lorsqu'éclate la Révolution. Il se distingue à Jemappes, il devient général en 1795. Après avoir servi en Allemagne et en Italie, il est nommé gouverneur de Rome et des États du Pape en 1798. Lors de l'évacuation de la ville, il bat l'armée autrichienne du général Mack, pourtant supérieure en nombre. Général en chef de l'armée de Naples, en 1799, il doit à nouveau évacuer, mais livre une bataille de 3 jours face à 50 000 Autrichiens à la bataille de la Trebbia, les 17, 18 et 19 juin 1799. Il appuie le 18 Brumaire de Bonaparte et après Marengo, il reçoit du premier consul le commandement de l'armée de réserve. Après la campagne d'Italie, il est envoyé en mission extraordinaire à la cour du Danemark jusqu'en 1803. Ayant pris la défense du général Moreau, lors de son procès, ce dernier était soupçonné de conspiration contre Napoléon, et il ne retrouve un commandement qu'en 1809 avant Wagram. À cette bataille, il a 2 chevaux tués sous lui, et contribue à la victoire en enfonçant le sang autrichien. Cet exploit lui permet d'être maréchal et duc de Tarente. Il obtient la capitulation de Figueras en 1811. Lors de la campagne de Russie, il s'empare de Drabourg et occupe Riga. Par la suite, il se distingue à Lutzen, puis Leipzig en 1813. Enfin, il démontre son intrépidité à la campagne de France en 1814. Il tenta d'assurer la succession du roi de Rome lors de la première abdication, mais finit par se rallier à Louis XVIII. Lors des 100 jours, il suit le roi un temps, puis revient à Paris, sans se rallier à Napoléon. Surnommé l'Alceste soldat, Alain Pijard le décrit comme un homme calme, tenace, grave, mais froid, et sans ardeur communicative avec ses troupes. Numéro 4. Louis-Alexandre Berthier, né en 1753, mort en 1815. Maréchal de Caen, général et maréchal d'Empire, prince de Neuchâtel et prince de Wagram.
Fils d'un chef ingénieur géographe des camps et armées du roi, sa famille est anoblie par Louis XV en 1763. Entré dans l'armée à 17 ans, il participa à la guerre d'indépendance américaine. À la Révolution, il est dans la garde nationale et protège la famille royale et facilite la fuite des tantes de Louis XVI. Il participe aux guerres de la Révolution sous Luckner et Kellermann, puis devient général en 1795. Il rejoint Bonaparte en Italie et s'empare de Rome en 1798. Berthier ne se mêle pas de politique, préférant la défense de la patrie sur les champs de bataille. Il y démontre ses talents de tacticien et de technicien, le meilleur chef d'état-major de Napoléon, mais piètre chef d'armée. Que ce soit à Lodi, Arcole, Friedland ou Wagram, Berthier fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. Technicien hors pair, chef d'état-major d'une incroyable capacité, prêt à sacrifier sa vie pour Napoléon, ami, confident, il est aux yeux de Napoléon infatigable, courageux, lucide, clair, précis, modéré et effacé. Napoléon le comblera d'honneur et de fortune. 2 fois ministre de la guerre, grand veneur, major général de la Grande Armée, prince de Neuchâtel, duc de Valangin et prince de Wagram. Rallié à Louis XVIII, lors de la première restauration, il suit le roi à Gand, mais se retire ensuite en Bavière où il meurt. Si Berthier suit Louis XVIII à Gand, c'est plus pour ne pas avoir à rompre son serment de fidélité. Et s'il ne prend pas part aux guerres contre Napoléon, c'est simplement parce qu'il ne veut pas se battre contre la France. Sa mort est encore un mystère aujourd'hui. Suicide, accident ou meurtre. Berthier était sans conteste le meilleur chef d'état-major que Napoléon ait eu. Si Napoléon a pu rencontrer autant de succès, c'est certainement grâce à Berthier. Il est à rappeler que le chef d'état-major est responsable de l'emploi opérationnel des forces armées. Surnommé Barbave, suite à son mariage avec une Bavaroise, Alain Pijard le décrit comme un homme travailleur, actif, dévoué, mais angoissé, voire insomniaque. Nous arrivons maintenant dans le top 3 de mon classement sur les maréchaux d'Empire de Napoléon. Numéro 3, André Masséna. Né en 1758, mort en 1817. Général, maréchal d'Empire, duc de Rivoli et prince d'Esslig. Fils d'un vigneron, il est orphelin très tôt et son éducation est assez négligée. Il fut mousse, soldat, contrebandier, puis s'engage au service de la France en 1775, mais quitte l'armée en 1789. Mais lorsqu'éclate la Révolution, il reprend du service en 1791. Colonel en 1792, il devient général en 1793. Il s'illustre en rejetant hors de Nice les Ostrosardes. Il y poursuit jusqu'à Montenotte et Millesimo en 1796, puis, entre autres, à Lodi, Castiglione, Arcole et Rivoli en 1797. C'est d'ailleurs là que Bonaparte le remarque. À Zurich, en 1799, il obtient une éclatante victoire face aux Austro-Russes, sauvant ainsi la France et la République, car Bonaparte était alors en Égypte. Bien qu'ami avec Bonaparte, il désapprouve le coup d'état du 18 Brumaire et se lance en politique, et en 1803, il est élu au corps législatif. Maréchal en 1804, il reprend les armes en 1805 et prend le commandement de l'armée d'Italie et conquiert le royaume de Naples pour Joseph Bonaparte. En 1807, en Pologne, il repousse les Russes et devient duc de Rivoli en 1808. Napoléon le considère comme le premier de ses généraux, avec Davout et Suchet pour ses dons de stratège et de tacticien. En 1809, il bat les Autrichiens à plusieurs reprises lors de la 5e coalition. Son rôle décisif à Wagram lui offre le titre de prince d'Esslig par l'empereur en 1810. Par la suite, Napoléon le charge de chasser les Anglais du Portugal. Au départ, les Anglais de Wellington cèdent. Mais assez vite, en infériorité numérique et face à la probable jalousie de ses collègues maréchaux, il est obligé de battre en retraite. Il revient alors en Espagne, mais avec un tel talent stratégique que même Wellington admire la manœuvre. Cependant, cette retraite entraîne sa disgrâce, et il est remplacé par Marmont en 1811. De santé fragile, il est muté à Marseille en 1813. Il se rallie aux Bourbons en 1814, mais facilite le retour de Napoléon tout en restant inactif. Après Waterloo, il refuse de juger le maréchal Ney malgré ses griefs passés en Espagne. Il mourut 2 ans plus tard en 1817. Surnommé l'enfant chéri de la victoire par Napoléon en Italie, puis l'enfant pourri de la victoire en 1808, Alain Pijard le décrit comme un homme énergique, brave, opiniâtre, intelligent, mais aimant l'argent autant que les femmes. Mon choix de mettre Masséna dans le top 3 est très simple. D'une part, c'est un formidable chef de guerre, Napoléon lui-même le reconnaîtra plus tard dans ses mémoires, mais c'est quelqu'un qui a aussi exercé énormément de métiers avant d'exercer le métier de soldat. Donc un esprit d'aventurier que j'apprécie particulièrement. Avant de passer aux 2 derniers maréchaux d'Empire de ce classement, je tiens tout de même à préciser certaines choses. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un classement sur le pire maréchal d'Empire au meilleur maréchal d'Empire, il s'agit d'un classement purement personnel sur ces chefs de guerre, et je sais pertinemment que selon les noms que je vais citer tout de suite, je vais certainement provoquer la stupeur, de l'indignation, des incompréhensions, ou de la révolte, etc., etc. Mais encore une fois, il ne s'agit que de mon point de vue, et si vous avez un point de vue très différent, je vous invite à les partager dans les commentaires, tout en respectant la bienséance évidemment. Numéro 2, Louis-Nicolas Davout. Pour beaucoup de passionnés de Napoléon, dont j'en fais partie, Nicolas Davout est certainement LE meilleur maréchal de Napoléon. Néanmoins, s'il figure à la 2e place, c'est pour une raison très précise que j'évoquerai le moment venu. Davout est né en 1770 et est mort en 1823. Général, maréchal d'Empire, duc d'Auerstadt, prince d'Eckmühl, puis ministre de la guerre. Fils d'un écuyer et lieutenant du régiment royal Champagne Cavalerie,
Sa famille est issue de la vieille noblesse bourguignonne. Il intègre le même régiment que son père en 1788. Doté d'une grande culture, il se rallie à la Révolution et devient général à 23 ans en 1793. Ses talents de tacticien en Belgique et sur le Rhin attirent l'attention du général Moreau. Davout suit Bonaparte en Égypte et contribue à la victoire d'Aboukir. En 1800, il commande la cavalerie de l'armée d'Italie et devient commandant en chef des grenadiers de la garde consulaire en 1801. En 1804, il est le plus jeune des maréchaux de Napoléon. Il se couvre de gloire à Ulm et sa ténacité contribue à la victoire d'Austerlitz. À Auerstadt, avec seulement 3 divisions, il détruit la moitié de l'armée prussienne. Le nom de cette victoire sera rattaché plus tard à son titre ducal. Il deviendra alors duc d'Auerstadt. En 1809, le titre de prince d'Eckmühl lui est donné après la bataille du même nom, lors de la campagne d'Autriche, confirmant ainsi ses grands talents de stratège, puisque plus tard, à Wagram, à la Moskova et même lors de la retraite de Russie, Davout démontre à nouveau ses talents, sa bravoure, son habileté et sa rigueur. Établi à Hambourg en 1813, il tente d'étouffer le soulèvement de l'Allemagne du Nord et s'illustre dans la défense de la ville, face aux Russes, aux Prussiens et aux Suédois. Il ne rendra les armes qu'en 1814, après la première abdication de Napoléon. Nommé ministre de la guerre lors des 100 jours, il parvient à fournir à Napoléon des forces suffisantes pour la défense du territoire français. Le retour de Louis XVIII le tient à l'écart jusqu'en 1817, et devient pair de France en 1819. Durant toute sa carrière, Davout restera le seul maréchal à n'avoir jamais été vaincu, certainement le meilleur stratège après Napoléon. Surnommé la bête à Hambourg en 1813, Alain Pijard le décrit comme un homme tenace, bon manœuvrier, brave, mais dur, et de mauvais caractère, avec une fâcheuse tendance à tout rapporter à Napoléon. Certainement j'aurais pu choisir Davout comme numéro 1 dans ce classement des maréchaux de Napoléon. Mais encore une fois, si j'avais à regarder leur carrière dans leur entier, et si vous connaissez plutôt bien la période napoléonienne, et si vous connaissez très bien les maréchaux d'Empire, un seul nom remporte toute la mise, Jean-Baptiste Bernadotte. Avant d'expliquer le choix de ce numéro 1, revenons tout d'abord sur sa carrière. Né en 1763, mort en 1844, Bernadotte a été général, maréchal d'Empire, prince de Ponte-Corvo, prince héréditaire de Suède, puis roi de Suède, sous le nom de Charles XIV Jean. Fils d'un procureur du sénéchal de Pau, il s'engage à 17 ans comme simple soldat. Son ascension s'accélère après 1789. Promu général en 1794, il contribue à la victoire de Fleurus et remporte quelques succès sur le Rhin. Il seconde vaillamment Bonaparte en Italie face à l'archiduc Charles. Bonaparte l'envoie alors à Paris rapporter les drapeaux pris à l'ennemi, accompagné d'une lettre où le héros d'Italie le décrit comme un excellent général, essentiel à la gloire de l'armée d'Italie. Nommé en 1798 ambassadeur à Vienne, il est rappelé dans le Bas-Rhin et chasse de Francfort les Autrichiens. Appelé ensuite au ministère de la guerre, il se méfie de Bonaparte, déclarant même que cet homme ne présage rien de bon pour la République. Il désapprouve le 18 Brumaire, mais ne s'y oppose pas pour autant. À partir de ce moment, Bernadotte est le seul capable de tenir tête à Napoléon, il en devient presque un rival, voire un homme-obstacle. Maréchal d'Empire en 1804, il se distingue à nouveau en Allemagne, puis à Austerlitz, puis contre la Prusse et les Russes. En 1809, à Wagram, son corps d'armée se disloque. Napoléon le démet alors de son commandement. Désigné prince héritier de Suède, il décide de défendre les intérêts de sa nouvelle patrie et rejoint la 6e coalition contre Napoléon. Il bat les maréchaux Ney et Oudinot et contribue à la victoire de Leipzig en 1813. Cependant, il refuse d'envahir le territoire français. En échange de son soutien contre Napoléon, il obtient l'autorisation d'envahir la Norvège. Roi de Suède en 1818, il relève ce vieux pays du roi Gustave Adolphe par un gouvernement habile, actif, intelligent et efficace. À sa mort, son fils Oscar devient roi de Suède. Encore une fois, les partisans de Napoléon, dont je fais partie, je le rappelle, seront étonnés de ce choix. Car oui, Bernadotte a trahi Napoléon. Il a lancé les troupes suédoises dans les batailles contre les soldats français de la Grande Armée. Il aurait aussi sans doute espéré prendre la place de Napoléon sur le trône impérial en France. Mais en réfléchissant, Bernadotte n'est-il pas plus qu'un maréchal d'Empire? Traître et félon de surcroît, comparé à un Davout ou voire même à Napoléon. Eh bien si, faisons-le, comparons-le avec Napoléon. Bernadotte et Napoléon sont à mon sens les deux faces d'une même pièce, et ont beaucoup de points communs. Alors ce sont uniquement des points communs que je trouve tout à fait pertinents, libre à vous de me donner vos avis dans les commentaires. Tout d'abord, leur nom qui commence par un B. B comme Bonaparte, B comme Bernadotte, Bernadotte, Bonaparte. Bon ok, c'est pourri comme premier point, on enchaîne. Napoléon et Bernadotte ont aimé la même femme, Désirée Clary. Tout d'abord rapproché par Joseph, le frère aîné de Napoléon, Désiré et le héros de Toulon se fiancent en 1795, mais en 1796, Napoléon choisira de rompre, non sans regret, avec Désiré pour épouser Joséphine de Beauharnais. L'ex-fiancée de Bonaparte, elle-même belle-sœur du futur empereur, car Joseph, le frère aîné de Napoléon, finira par épouser la sœur aînée de Désiré, devient donc libre, et en 1798, elle fait la connaissance de Bernadotte. C'est le coup de foudre, et le mariage dans la même année. N'étant pas un spécialiste de l'art de la guerre, mes différentes lectures m'ont toutefois persuadé d'une chose.
les talents militaires de Bernadotte n'ont pas à rougir avec ceux de Napoléon. Bien avant la prise du pouvoir par Napoléon en 1799, les deux hommes, inconsciemment peut-être, étaient en quelque sorte en compétition. Napoléon fut plus chanceux car il fut choisi pour être le sabre du 18 Brumaire, qui lui ouvrirait les portes du pouvoir, car un général talentueux et populaire était nécessaire pour la réussite du projet. Si Napoléon n'avait pas saisi cette chance pour la prise du pouvoir, je suis convaincu que Bernadotte, à la première occasion, lui, l'aurait saisi. Bernadotte, comme Napoléon, peut être considéré comme le fils de la Révolution française. Quoique roi de Suède en 1818, il s'attela à moderniser son nouveau royaume de la même façon que Napoléon réforma la France après 1799. Stabilisation de la monnaie, réforme économique, modernisation de l'agriculture, lancement de grands travaux avec les routes, les ponts, les ports, réforme de la justice et de l'éducation. Lui-même ancien jacobin, et dernière preuve de cette filiation à la Révolution, une légende raconte que ses médecins, au moment de sa mort en 1844, et lors de la préparation aux funérailles, auraient trouvé un tatouage sur le corps du défunt roi, proclamant cette phrase « Mort au roi ». Et un dernier point commun avec Napoléon, mais qui est peut-être aussi un point de divergence, si Bernadotte est le premier des maréchaux selon moi, c'est aussi par sa couronne. Avec Murat, Bernadotte est le deuxième maréchal à avoir obtenu un royaume à gouverner avec le titre de roi, ce qui en fait aussi un point commun avec l'empereur. Mais à l'inverse, des deux premiers, la dynastie des Bernadotte est toujours régnante aujourd'hui au royaume de Suède. Celle de Murat a perdu son trône de Naples en 1815. Celle de Napoléon, malgré un retour entre 1851 et 1870, a perdu le sien en France. En résumé, et avec les arguments que je vous ai présentés, Bernadotte est pour moi le numéro 1 des maréchaux de Napoléon, et peut-être même au-dessus de Napoléon pour un seul et unique détail. Cela est extrêmement pénible pour moi de le dire, car je suis un grand admirateur de Napoléon, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Bernadotte, c'est un Napoléon qui n'a pas échoué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, ce classement ne reflète uniquement que mon avis personnel. Si vous avez votre propre opinion sur les chefs de guerre de l'empereur, je vous invite à partager votre avis dans les commentaires en respectant les bienséances d'usage. Je vous souhaite un bon mois de mai et surtout, vive Napoléon, vive l'empereur!